Nouvelle session d'information sur Moto TV. Mesdames, Messieurs, voici le sommaire. Triste anniversaire de l'incursion des rebelles ADF dans la localité de Maboya. Ce vendredi 20 octobre 2023, il fait exactement une année depuis que cette agglomération avait été attaquée. Une messe en mémoire des victimes de cette incursion a eu lieu à la paroisse Regina Pacis de Maboya. Le doyenné de Kimbulu en diocèse de Butembo-Beni est confronté à plusieurs difficultés sécuritaires ce dernier temps. Cette situation entrave le fonctionnement dans plusieurs paroisses du dit doyenné. Au cours de la réunion bimestrielle des comités de conseil paroissiaux tenus à Moussienene, les participants ont souhaité que la paix soit restaurée dans leur milieu pour une bonne évolution pastorale. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, entamons ce journal par cette page religieuse dont nous avons fait mention dans le sommaire. L'insécurité qui prévaut dans le doyenné Kimbulu rend difficile la mission pastorale dans de nombreuses paroisses du dit doyenné. Cette situation a été évoquée au cours de la réunion bimestrielle des comités des conseils des paroisses de ce doyenné tenue en paroisse de Moussienene le jeudi 19 octobre dernier. Les participants venus des 5 paroisses du doyenné Kimbulu ont souhaité que la paix soit restaurée dans leur milieu pour une bonne continuité de leur travail pastoral. Le reportage Gérard Mourefou. La réunion bimestrielle du doyenné Kimbulu s'est déroulée en paroisse Sacré-Cœur de Jésus de Moussienene. Dans cette salle polyvalente, le cadre des conseils paroissiaux des 5 paroisses du doyenné Kimbulu était autour d'une même table pour évaluer le développement et la sécurité du doyenné. Après avoir présenté le rapport de chaque paroisse, il a été constaté que les sécurités gangrènent les doyennés Kimbulu dans son entièreté. Dans une interview après la réunion, le père Dieudonné Maboko, curé de la paroisse de Moussienene et porte-parole du doyenné Kimbulu, a expliqué que les sécurités dans les doyennés rendent difficile la mission pastorale dans nombreuses paroisses du doyenné Kimbulu. Mais aussi, dans presque toutes les paroisses, il se pose le problème de la sécurité. Partout dans toutes les paroisses, on est dans la sécurité. Mais malgré cela, le prêtre de différentes paroisses du doyenné arrive quand même dans différents secteurs pour administrer le sacrement, pour faire les tournées et autres. Mais en général, ça va un peu. Mais malgré cela, nous voulons que nous puissions avoir la paix, mais la sécurité règne partout, dans toutes nos paroisses. Paroisse Kimbulu, paroisse Muhangi, Moussienene, Mabambi, Kasinga. Des forces négatives presque partout. Mais malgré cela, les prêtres se coupent à 1000 morceaux pour évangéliser, pour annoncer la bonne nouvelle. Le cadre des conseils paroissiaux du doyenné Kimbulu ont exhorté l'implication directe des autorités pour la restauration de la paix. Le doyenné Kimbulu est constitué de 5 paroisses. Il s'agit des paroisses Kimbulu, Moussienene, Muhangi, Mabambi et Kasinga. Le gouvernement congolais se dit prêt à en finir avec l'insécurité dans l'est du pays. Dans une émission mardi 17 octobre dernier sur Top Congo, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement a affirmé que cela passera par tous les moyens. Saluant l'effort des résistants patriotes, le ministre assure qu'ils soutiennent les approches mises par le gouvernement congolais pour bouter l'ennemi du territoire congolais. Détail dans ce récit avec Isabelle Loangaïmouk. Le ministre Patrick Mouyaya pense qu'il faut encourager le patriotisme des Congolais engagés au front contre l'ennemi. Pour lui, la mobilisation des résistants patriotes est la conséquence de l'appel du chef de l'État de novembre 2022. Une réponse des Congolais à cet appel. C'est un impératif qui s'impose à tous les compatriotes de défendre chaque centimètre du territoire. Souvenez-vous de l'appel du président de la République de novembre l'année dernière qui a permis de mobiliser plus de 40 000 jeunes qui sont aujourd'hui en phase de formation dans l'armée. Donc il y a beaucoup de Congolais qui ne veulent pas rester
inactifs face aux actes de terreur qui ont été décrits dans les différents rapports. Human Rights Watch, rapport des experts et tous les rapports que nous recevons dans l'armée. Qui ont pris le courage ou qui ont été sponsorisés à prendre le courage? Écoutez, pour défendre votre territoire, vous n'avez pas besoin d'être sponsorisé. Et c'est exactement le même sentiment qui anime chaque Congolais aujourd'hui. Beaucoup des Congolais veulent la guerre. Ils veulent qu'on en finisse avec les agissements du Rwanda une fois pour toutes. Ça, c'est la volonté des Congolais. Le ministre ne dissocie pas les Wazalendo avec tout autre patriote congolais. Il croit que le patriotisme des Congolais de cette partie résoudra un problème réel au vu du cessez-le-feu que l'armée observe depuis environ 6 mois. Pour nous, il faut d'abord regarder l'esprit patriotique, avant même de vous tourner d'aller vers les armes. Et ce que nous appelons Wazalendo d'aujourd'hui n'est que la face relevée de l'iceberg de ceux qui tiennent à la défense de ce territoire. Est-ce que ce n'est pas l'échec de l'armée qui n'a pas pu faire ce que font les Wazalendo aujourd'hui? On ne peut pas aujourd'hui parler d'échec de l'armée. Que si aujourd'hui nous souscrivons au processus diplomatique, c'est pas que l'armée n'est pas en mesure de faire la guerre ou de se battre. Non, pas du tout. C'est parce que simplement nous avons fait le choix de la diplomatie, parce que lorsque on veut faire la guerre, le coût de la guerre est toujours assez élevé. Il faut justement pas aller à l'idée de vouloir opposer l'armée qui dépend du gouvernement, qui s'est inscrit dans un processus diplomatique, aux combattants compatriotes qui se battent avec les moyens du bord pour la défense du territoire national. Ce que nous souhaitons, c'est le retour rapide à la paix. Ce qui pourrait être le début de la fin de cette misère dans l'Est, pense le ministre Mouyaya. Une approche qui rentre d'une manière ou d'une autre dans les options envisagées par les chefs de l'État pour freiner l'hémorragie sécuritaire qui gangrène l'Est de la RDC, précisément dans les fronts militaires. Et nous pensons que la stratégie mise en place avec le président de la République, notamment la refondation de l'armée, loi des programmations, montée en puissance, nous permettra, au terme de ce qui se passe aujourd'hui, d'avoir un rideau de fer dans nos frontières, dans cette partie du pays. C'est pour ça que très vite, le président de la République a mis en place 5 fronts. Évidemment, le front militaire, le front diplomatique, le front médiatique, le front judiciaire et les fronts économiques. Je crois qu'aujourd'hui, le Rwanda ne s'est jamais retrouvé autant à l'étroit. Depuis plus d'1 mois maintenant, des résistants patriotes dits Wazalendo sont engagés dans la guerre contre les M23 et leurs alliés de l'armée rwandaise des RDF. Ces hommes ont réussi à conquérir plusieurs agglomérations jadis sous occupation des rebelles depuis plusieurs mois et les céder à l'administration publique. Réagissant au soulèvement contre les forces de l'EAC face aux rumeurs sur leur soutien au M23, le ministre de la Communication Patrick Mouyaya dit que le gouvernement se rangera toujours du côté de la population et ses revendications. Celui-ci avance également que cette armée a échoué dans l'opération de la pacification de l'Est. Il confirme que le gouvernement congolais fera tout son mieux pour que le mandat de l'EAC ne soit pas prolongé au-delà du 8 décembre. Pour éviter des nouvelles émeutes comme récemment vécues contre la MONUSCO. Suivez ces propos dans cet extrait choisi pour vous. Nous avons la triste expérience des événements qui ont conduit à l'attaque de la MONUSCO. On n'a pas besoin que cela se répète. Parce que toutes ces forces qui viennent en appui aux forces armées de la République démocratique du Congo viennent pour la sécurisation de la population. Et lorsque ces forces sont à certains égards perçues comme des menaces à la sécurité de la population se révolte. Et il n'y a pas meilleure manière de compliquer les choses que de susciter le réveil ou la colère des compatriotes que vous êtes censés protéger, des citoyens que vous êtes censés protéger. Parce qu'il y a des voies diplomatiques à travers lesquelles les gouvernements s'est exprimé. Par exemple, nous avons dit à travers le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, à la dernière réunion des ministres de la Défense de l'EAC, que au 8 décembre, le mandat ne devrait pas être renouvelé. Pourquoi aujourd'hui nous voulons le départ de l'EAC? Mais parce que ça fait 2 mois, au moins, nous avions convenu, lisez la feuille de route de Luanda, qu'on devait d'abord avoir un cessez-le-feu. On a fait les cessez-le-feu depuis le mois de mars ou le mois d'avril où nos forces ne se sont pas engagées militairement.
C'était le point de départ. Mais après, il fallait commencer les processus des précantonnements. Après plusieurs discussions qui ont pris 2 mois, on a convenu que Rumangabo était le site choisi, qui est sous les occupations du M23, Rwanda. Alors on a dit, la force régionale qui est là pour appuyer les efforts, parce que même si on a voulu au départ donner des messages ambigus, la force régionale a reçu mission d'utiliser la force. On peut comprendre que les Kenyans aient du mal à attaquer les militaires rwandais, parce que c'est aussi ça la réalité du terrain. Mais on ne peut pas comprendre que pendant 2 mois, qu'ils ne soient pas en mesure d'ouvrir la route qui mène vers Rumangabo. Avant de finir avec les pages de Kinshasa, revenons dans le Grand Nord pour reprendre 2 autres pages. Il fait exactement 1 année ce vendredi 20 octobre 2023 depuis que la localité de Maboya dans le groupement Malio en territoire de Béni a été attaquée par les rebelles ADF. À cette occasion, une messe en mémoire des victimes de cette incursion a eu lieu à la paroisse Regina Pacis de Maboya. Reportage Delphin Boya et Mirembe Chitawite. Maboya est une localité située sur la route Butembo-Béni, à environ 20 km au nord de la ville de Butembo, à sa sortie vers Béni. Cette localité avait été attaquée par les rebelles ADF le 20 octobre 2022. Des maisons avaient été incendiées et 2 personnes tuées. Cela fait 1 année depuis cette attaque. Pour ce vendredi 20 octobre, les chrétiens de Maboya et d'autres chrétiens venus d'autres paroisses du diocèse de Butembo-Béni se sont rencontrés à la paroisse Regina Pacis de Maboya pour rendre hommage à ces victimes, parmi lesquelles la sœur Sylvie Kavouké. Une messe qui a connu la participation des autorités de cette localité, des familles des victimes, de différents religieux et religieuses. Monsieur l'abbé Mathieu Matabishi a présidé à cette Eucharistie, accompagné d'une dizaine de prêtres. Avant la bénédiction finale, ce célébrant a appelé tous les participants à prier pour les victimes et de ne pas les oublier car ils sont des martyrs. Nous avons jugé bon que chaque année, comme aujourd'hui, nous rendions hommage à ces victimes en priant pour eux. Si même possible, dans d'autres régions, on érige des monuments qui symbolisent qu'ils sont des martyrs. Nous pouvons aussi faire ainsi pour montrer qu'ils sont vraiment des martyrs. La sœur Marie-Ariette Kassaï, supérieure générale des petites sœurs de la présentation de Jésus au temple, PSP, fustige le comportement des responsables de cette attaque. Elle demande aux citoyens de prier pour leur conversion. Nous demandons à Dieu de visiter ces bourreaux afin de se convertir, au lieu de mettre leur espoir en versant du sang, qu'ils puissent maintenant être transformés par Dieu et témoigner du Christ à temps et à contre-temps. À la fin de la messe, les participants se sont dirigés au mausolée construit pour rendre hommage à Fesseur Dr Sylvain Kavouké, où ils ont récité les chapelets. Au total, 9 personnes avaient trouvé la mort lors de cette attaque et l'hôpital de Maboya avait été incendié et des maisons d'habitation. Restons à Béni, cette fois dans la ville. Pendant que l'économie de plusieurs familles est en baisse dans cette ville, les initiatives de résilience sont en train de naître. Le correspondant de MotoTV a visité ce jour un jeune qui s'occupe de la myciculture, une culture des champignons moins coûteuse et ignorée par plusieurs. Pourtant, une culture rentable et qui gagne progressivement de terrain dans cette région. Delphin Mupanda nous le fait découvrir dans ce reportage de Guibéni. Mwindo Kita était jeune étudiant. Sa famille, comme plusieurs d'autres à Béni, est confrontée à des difficultés économiques suite à la persistance de l'insécurité entretenue par les groupes armés. Il s'est spécialisé dans la culture hors sol des pleurotes, les champignons cultivés à son domicile. Tout commence dans une chambre considérée comme son laboratoire où il produit la sémence à base de plusieurs substances biologiques et chimiques ainsi que les feuilles mortes des haricots ou les épis de maïs fermentés pendant un laps de temps. C'est de ces substances soigneusement conservées dans un garage ou sur un étalage que poussent les champignons récoltés en une période de 3 jours au maximum. Il y a des jours, c'est rose.
Il ne faut pas beaucoup mouiller la semence pour que cette eau ne pourrisse pas les germes. Une culture très rentable qui ne nécessite pas beaucoup de moyens ou d'espace. Un kilogramme de ces champignons se vend entre 10 000 et 15 000 francs congolais, ce qui a permis à ces jeunes de résoudre ses besoins vitaux. Chaque jour, récolte. Ça m'aide moi. Cette culture m'aide à me débarrasser de quelques besoins vitaux privés. Parce que même s'il y a grève en ville ou l'insécurité au champ, moi je produis toujours. Un kilogramme se vend 10 000 francs congolais, même si d'autres vendent à 15 000. Moi je vends 10 000. Et imaginez-vous si on récoltait 5 kg par jour. Imaginez-vous si on récoltait 5 kg par jour. Mwindo Kitsa a encore une faible capacité financière pour beaucoup produire. Il plaide pour l'appui des autorités pour encadrer d'autres jeunes afin d'être financièrement autonomes et répondre à la crise alimentaire provoquée par l'insécurité de la région. Malheureusement, comme tu le constates, la production est encore très faible, compte tenu de l'espace et les fonds, parce que je suis encore seul. On est jeune et on se démène quand même. Si on pouvait nous financer, ça peut aider parce que c'est l'intérêt de tous, un nutriment pour tout le monde. C'est un nutriment pour tout le monde. La culture des champignons présente de nombreux avantages. Elle n'occupe pas des terres arables, n'exige pas de technologies sophistiquées et s'avère, si elle est bien menée, très rentable. Des études démontrent que la culture des champignons peut être une nouvelle manière de donner une seconde vie à ces matières non exploitées pour produire nourriture et médicaments. Rentrons à Kinshasa comme nous vous l'avons promis. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire était devant la presse jeudi 19 octobre. Mwindo Nzangi Bouton doit parler des réformes de son ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire congolais. C'était pour répondre à l'exercice de redevabilité à travers le briefing du gouvernement. Un récit d'Eugénie Moussiviro. Le ministre de l'ESU dit que son plan d'action s'est fixé sur 5 axes principaux: la réforme de l'enseignement universitaire congolais, la numérisation du système, la lutte contre les antivaleurs en milieu académique, la construction et la réhabilitation des infrastructures, l'amélioration de la vie des enseignants et des étudiants. Parlant de la réforme, l'ESU a mis en application le système LMD pour se conformer au standard international de l'enseignement supérieur. À en croire le ministre, cette réforme permet d'assouplir le système d'enseignement et d'alléger la tâche aux étudiants qui peuvent vouloir étudier le 3e cycle à l'étranger. Concernant la lutte contre les antivaleurs, le ministre Nzangi est en train d'assainir les secteurs académiques pour les rendre viables. Il a interdit la vente des syllabus. Il punit la pratique des points sexuellement transmissibles et autres antivaleurs qui mettaient en mal l'enseignement supérieur. Ce sont les antivaleurs. Est-ce que vraiment vous avez réussi à mettre fin aux antivaleurs? Des frais d'études pour lui. Mais le syllabus me coûtait $500. Il dit, monsieur le ministre, depuis que vous avez supprimé le syllabus, j'ai envoyé le deuxième enfant. Puisque les $500 là que j'ai payé comme syllabus, ça scolarise le deuxième enfant. Vous savez, c'est des gains que les gens ne savent pas, les dire. Mais moi, je peux dire que nous avons réussi à supprimer certaines pratiques qui faisaient mal. Mais on n'a pas encore tout supprimé. Et je suis conscient. Puisque tous les jours, nous recevons des rapports des gens qui sont intimidés, des gens qui falsifient des codes, des gens qui font des choses. Mais à chaque fois que nous sommes informés, nous prenons des mesures pour pouvoir sanctionner. Et donc, si vous avez des informations, si les enseignants qui continuent à prendre l'argent de corruption aux étudiants, si des secrétaires des facultés de département qui tripotent des points pour les étudiants, veuillez nous en informer. Nous prendrons des mesures et vous savez que les changements ne viennent pas comme l'éclair. Ce dernier indique que référentiel de métier sera aussi mis à la disposition de l'enseignement et des emplois pourraient être créés pour répondre aux besoins de l'emploi des étudiants congolais. C'est vrai. Nous avons fait des diagnostics et nous avons dit que nous formions beaucoup de juristes qui finissent par devenir des montards parce qu'il n'y a pas assez de tribunaux ou de cabinets pour les encadrer. Nous formons assez d'économistes ou de politologues qui ne savent même pas pourquoi ils ont été formés, alors que nous avons des mines
qui recrutent des étrangers parce que nous n'avons pas de compétences dans les pays. Et donc nous avons entamé un vaste programme de réorientation académique qui, peut-être que j'aurai un autre temps pour venir vous le dévoiler. Par exemple, nous sommes en train de créer des écoles de mines dans tous les pays qui vont être financées par les fonds miniers pour permettre aux jeunes, à la plupart des jeunes, vraiment d'être orientés vers là. Et dans la grande réforme de LMD, nous avons privilégié ce qu'on appelle des formations de courte durée qui amènent à l'obtention de CTS, CTSD et BTS pour permettre aux étudiants, tout le monde ne doit pas faire 5 ans à l'université. En 2 ans du système LMD, le ministre de l'ESU est quasi satisfait. Il pense que dans 3 ans, tout sera mis en place. La commission électorale nationale indépendante CENI a provisoirement déclaré recevables toutes les candidatures à la présidence pour les élections de décembre prochain. Il s'agit de 24 candidatures parmi lesquelles celle d'une femme. La liste a été lue par la rapporteure de cette commission, Patricia Nse, à la chaîne de télévision nationale RTNC ce vendredi 20 octobre 2023. Nelly Mwengisali pour ce récit. Ces candidats présidents sont Rajabo Tebabo Soborora, des Congolais unis pour les changements, Mutamba Tungunga Constant, des dynamiques progressistes et révolutionnaires, Katumbi Chapwe Moïse, des Ensembles, Sesanga Ipungu Jaka 5, Kapitu Deli, des Avol, Azuluini, Isilokeki Floribert, un indépendant, Baende Etafe, Eliko Jacques-Claude, un indépendant, Bolamba Tony Kasusu, un indépendant, Boussefalai Georges, un indépendant, Ifo Kukuta Punga Marie-José, une indépendante, Kazadi Kandarex, un indépendant, Kikuni Masoudi 7, un indépendant, Majondo Mwamba Patrice, un indépendant, Masulu Enedou Entré, un indépendant, Dekereza Bissi Mouajistan, un indépendant, Mukwege Mukengere Deni, un indépendant, Ngalasi Kurisini Agré, un indépendant, Ngoi Ilunga Wasenga Theodore, un indépendant, Kemalilo Bokonziloli, un indépendant, Chani Mwadiavita Noël, un indépendant, Tshisekedi Chilombo Félix Antoine, un indépendant, Fayulu Madidi Martin, de la Mouka Fayulu, Matata Pogno Mapo, de Leadership et Gouvernance pour le Développement, Diogo Chamba Franck, du mouvement Lumumbiste Progressiste, Muzito Mufuchi Adolphe, de Nouvel Élan. Ces candidatures ont été jugées conformes et déclarées recevables par la CENI selon la décision numéro 116/CENI/AP/2023 du 19 octobre 2023. Ifo Kukuta Punga Marie-José est la seule candidate femme sur la liste de 24 candidats présidents de la République. La liste définitive des candidats à l'élection présidentielle sera publiée le 18 novembre et la campagne électorale débutera 24 heures après. Parlons sport sans transition à présent. Un seul match a été au rendez-vous ce vendredi 20 octobre au stade André Van Nevel de Butembo. Il s'est joué dans le cadre de la poursuite du championnat local de football de la 2e division. Le Racing Club du Kivu RCK a été battu par le Football Club Semuliki par un score de 2-0. Ce samedi 21 octobre, 2 matchs seront au rendez-vous dans ce même stade. À 14h, dans le cadre de la première division, Isesport jouera l'Union Sportive Mchanga et à 16h, l'association sportive Atlético accueillera le Daring Club Horizon. Mesdames, Messieurs, c'est donc par cette page sportive que nous ponctuons cette édition du journal sur la télévision communautaire. Merci à vous qui l'avez regardé. Portez-vous bien. Au revoir et bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.